Alors, nous commençons ce webinaire. Nous allons accueillir les spectateurs qui vont se connecter petit à petit. Bienvenue. Nous faisons les derniers réglages, que chacune ait bien sélectionné la langue. Dans le canal, ce sera un webinaire en français et en anglais. Qui va être dédié à l'engagement des femmes handicapées dans des pratiques couronnées de succès pour l'autonomisation économique. C'est bon? Donc, nous sommes en train d'accueillir les invités. Voilà, petit à petit. Nous allons demander aux invités d'éteindre leur caméra, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons une interprétation en anglais et en français. J'animerai ce webinaire en français, mais une partie des intervenantes parlera en français, une partie en anglais. Donc, vous avez le bouton en bas de la barre avec une planète qui vous demande de choisir la langue. Voilà, pour que vous puissiez choisir le français ou l'anglais en fonction de votre langue favorite. Et si vous ne choisissez pas, vous entendrez une fois l'une, une fois l'autre. Nous accueillons, voilà, au nom de Making It Work, au nom de l'UPHB, au nom de WILDAF, au nom de Kovo Kenya, au nom de la coopérative Co-FH Terimbere. Grand plaisir de vous accueillir. Voilà. Dans ce webinaire, on va donc demander aux participants et participantes d'éteindre leur caméra, peut-être pendant la phase de présentation. Vous choisissez la langue dans les boutons du bas, français ou anglais. Vous pouvez activer les sous-titres. Nous avons un système de sous-titrage en direct en anglais. Nous remercions ici la personne en charge des sous-titres et Kelly. Et nous avons également un sous-titrage en français. Nous allons vous copier tout de suite dans le chat le lien qu'il faudra ouvrir dans une fenêtre séparée. On ne peut pas avoir deux sous-titrages dans Zoom. Donc, le lien Stream Text qui va vous être copié. Voilà, merci Suzanne. Infiniment. Vous cliquez sur ce lien, vous l'ouvrez dans une fenêtre séparée et du coup, vous avez accès immédiatement au sous-titrage en français. Merci à tous, merci à toutes d'être avec nous. Dans une minute, nous allons commencer le webinaire. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de répéter les règles de housekeeping. Voilà, le séminaire sera conduit en anglais et en français. Choisissez donc votre canal de langue dans les boutons en bas ou si vous êtes bilingue, vous restez sur le canal principal et vous entendrez les deux. Les sous-titres sont disponibles en anglais directement dans Zoom et en français dans le lien qui vous a été partagé, streamtext.net, etc., à ouvrir dans une fenêtre à part. Nous commençons donc cet événement et nous allons directement commencer. Ah oui, pardon, désolé, on a un chat que vous pouvez utiliser pour échanger des messages entre vous. Et nous avons aussi un espace de questions et réponses. Donc, c'est cette petite boîte, pareil, dans les boutons du bas,
Q et A en français, et vos questions seront directement dirigées vers les panélistes et nous aurons un moment d'échange en fin de webinaire. Je vais donc commencer par donner la parole à notre première speaker, Dienaba Diallo, qui représente ici Wildaf Sénégal. Dienaba, un grand plaisir de t'avoir avec nous. Dienaba Diallo est titulaire d'une licence en développement communautaire, d'une formation en droit. Elle milite dans les organisations de défense et de protection des personnes vulnérables et en particulier les femmes et les filles handicapées. Elle coordonne la coalition régionale du WILDAF, que tout le monde, je pense, connaît, et est très impliquée dans Femmes, Droits et Développement en Afrique pour la région de Thiès au Sénégal. Elle est chargée de communication de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées à Thiès. Et Dienaba contribue depuis longtemps et avec toute cette énergie aux actions humanitaires de ces organisations pour notamment la promotion et le respect des droits des femmes handicapées. Et Dienaba est elle-même une femme handicapée. Dienaba, voilà, souhaites-tu, s'il te plaît, commencer ton intervention et bien sûr ouvrir ton micro, ma chère sœur, en nous parlant et en caractérisant les obstacles que rencontrent les femmes pour devenir économiquement autonomes dans le contexte sénégalais. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de partager avec vous ces moments. Merci, ma sœur Sophie, pour cette présentation. Merci à Handicap International pour cette belle opportunité qui est pour moi une occasion de lever la voix dans le contexte, dans ce panel qui parle de l'autonomisation économique des femmes handicapées. Revenir sur votre question m'incite à énumérer les 3 grands obstacles que rencontrent les femmes pour qu'ils deviennent économiquement autonomes. Le premier obstacle majeur, c'est l'accès à la santé. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Il faut que tu sois là d'abord pour pouvoir répondre présente ». Ce qui me fait dire on ne peut pas participer à la vie économique sans avoir une bonne santé, avec un accent particulier de la santé de la reproduction. L'autre aspect, l'autre obstacle majeur, c'est l'accès. L'autre obstacle majeur qui empêche les femmes de devenir autonomes sur le plan économique, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, là, on va parler dans le cadre général pour la structuration, pour les structures, l'accessibilité des moyens de transport pour accéder dans les marchés du travail, mais aussi l'accessibilité dans les lieux de travail et les lieux d'action. Le troisième obstacle majeur, c'est l'accès, la scolarisation des filles et des femmes handicapées. La scolarisation, le niveau, on sait que le niveau est trop faible au niveau des femmes handicapées. Ils n'ont pas beaucoup de chance pour accéder, pour être formés professionnels pour accéder au marché du travail. Par exemple, le dernier recensement général de la population sénégalaise estime le taux d'analphabétisme à 55%, avec 62% pour les femmes contre 46% pour les hommes. Cette vulnérabilité ajoutée, qui est le handicap, ne fait qu'augmenter le taux d'analphabétisme des femmes handicapées. Si vous prenez mon cas personnel, moi, ma grand-mère n'était pas d'accord pour que j'aille à l'école. Mais ma maman s'est beaucoup battue. Ma maman s'est beaucoup battue et elle a insisté pour que je puisse aller à l'école. Et ça a été déterminant dans ma vie. C'est à l'école que j'ai eu confiance en moi.
Merci Dienaba pour cette introduction directement dans le sujet. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de l'engagement de WILDAF au Sénégal dans la promotion de l'entrepreneuriat, notamment pour les femmes les plus marginalisées? Voilà. Le WILDAF, c'est une organisation panafricaine qui lie le droit au développement. Donc, sa première mission, c'est la promotion et la protection des droits des femmes, tout en appesantisant sur les femmes les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes handicapées. Donc, pour la formation, notre engagement par rapport aux femmes handicapées, c'est la formation et la sensibilisation sur leurs droits. Avant de donner des financements pour des activités génératrices de revenus, il faut leur apprendre à gérer pour la micro-entreprise. Après cela, nous donnons des microcrédits ou des prêts tournants. Nous les aidons à s'organiser, à faire des cotisations mensuelles et faire des prêts tournants entre eux. Ensuite, WILDAF vient en microcrédit pour les appuyer, pour fructifier, pour renforcer ces actions qu'ils sont en train de faire, à savoir le petit commerce, les transformations de fruits et légumes et les ventes d'habits. Mais ces revenus sont limités. Ils ne suffisent pas. Ça ne règle pas pratiquement les problèmes, les besoins au niveau de la famille. Ils sont vraiment insuffisants pour les accompagner compte tenu des activités qu'ils sont en train de... Les bénéfices que génèrent ces activités sont vraiment insuffisants. Et du coup, Dienaba, est-ce que tu veux nous parler de l'accompagnement que WILDAF a apporté aux femmes handicapées, notamment et pendant la pandémie du Covid-19? Voilà, la situation sanitaire liée au Covid-19, nous savons tous, a apporté son lot de problèmes. L'arrivée de la pandémie a bloqué toutes les activités. Les montants obtenus des institutions financières avaient été investis dans des biens, certains étaient périssables, ces biens. Une grande partie de ces produits ne sont pas écoulés. Le WILDAF a facilité une journée de concertation entre femmes et partenaires. L'objet de cette rencontre-là, c'était de faire ressortir les difficultés que rencontrent les femmes par rapport à leurs activités économiques. D'où il fallait partager et les problèmes, mais aussi proposer des solutions par rapport à ces problèmes. La première résolution qu'on avait sortie, c'est d'écrire aux institutions financières, demander des assouplissements pour les conditions de remboursement. L'autre aspect aussi qui s'était ressorti à la journée, c'était les femmes adapter les activités, contextualiser les activités par rapport aux autres activités qu'ils faisaient. Donc, il fallait contextualiser les activités à la pandémie pour une bonne résilience, comme la vente de nourriture, la restauration au niveau des quartiers populaires. Aussi, les femmes, le problème de liquidité se posait et le manque d'aliments. Donc, les femmes handicapées de Thiès ont reçu des appuis venant de l'État, de la mairie de Thiès-Ville, venant de WILDAF aussi, venant des individus, des personnes individuelles et des personnes privées, qui les a appuyés en kit alimentaire. Ça permet aux femmes de souffler et reprendre timidement les activités génératrices de revenus. Mais quand même, le taux de remboursement actuellement est toujours au ralenti, compte tenu de la situation qu'ils ont vécue face à la résilience du Covid-19. Du coup, Dienaba, tout ça a révélé des problèmes systémiques, on l'entend en termes de solidité financière, notamment des organisations de femmes handicapées qui les bloquent dans leur accès aux opportunités, au financement. Quelles solutions WILDAF propose-t-elle pour répondre à ces problèmes d'accès au travail, d'accès aux revenus? Voilà.
Nous voulons continuer nos interpellations aux décideurs publics, continuer le plaidoyer qu'on faisait pour obtenir des marchés publics. Nous souhaitons sortir de l'approche caritative pour une autonomisation économique des femmes handicapées de façon durable. Les femmes handicapées sont des citoyens à part entière qui participent au développement local, au développement de leur localité, qui participent au budget de ces collectivités territoriales. En retour, ils ont droit à une redevance. En retour, ils ont droit à une part par rapport au budget, au programme et au projet qu'on est en train de mettre en œuvre dans ces institutions. Donc, WIDAF va continuer à faire ce plaidoyer-là pour accéder au marché public. Et nous allons continuer des efforts de formation et pousser pour la scolarisation et la formation professionnelle. Nous voulons développer aussi des marchés publics, instaurer des quotas dans les appels de projets pour que les organisations de femmes handicapées puissent développer leur activité économique. Nous voulons aussi instaurer des marchés entre femmes handicapées africaines parce que les produire que pour chaque année, pour chaque pays, il y a des produits qui lui sont spécifiques. Pourquoi ne pas faire une rencontre? Pourquoi ne pas instaurer des marchés entre ces pays limitrophes pour faire des échanges et créer des marchés pour écouler les produits de ces femmes handicapées? Donc, WILDAF fait en ce sens pour une meilleure autonomisation des femmes handicapées. Nous voulons aussi profiter des jumelages entre villes, des coopérations entre villes pour permettre un écoulement des produits des femmes handicapées. Profiter de ces coopérations pour permettre l'écoulement des produits des femmes handicapées. Parce que c'est un problème. On veut vraiment faire la promotion des produits des femmes handicapées, mais les marchés font défaut. Alors, Dianaba, un mot de conclusion rapidement, s'il te plaît. Voilà, les femmes qui subissent des violences dans les foyers et qui ne sont pas en mesure de changer leur situation parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques pour se débrouiller seules. C'est pourquoi les actions d'organisation comme le WILDAF sont importantes, car elles ont une influence dans la réduction des violences faites à leur égard, en leur donnant les capacités et les moyens pour devenir autonomes économiquement et faire valoir leurs droits. À mes sœurs handicapées, ce combat, personne, je dis bien, ne pourra le mener à notre place. C'est à nous seulement qui pourront livrer ensemble ce combat. On va gagner ce combat. Ne baissons pas les bras. Never ever give up. Allah Atu, Amoul Baye. Je vous remercie de votre aimable attention. Et merci infiniment, Dienaba. Si on était en salle, on t'applaudirait vraiment avec le cœur. Donc, vraiment bravo et fière d'être alliée de ce combat des femmes handicapées pour ma part. Merci infiniment. Alors, je rappelle que le webinaire est conduit en français et en anglais, que vous pouvez choisir le canal anglais si vous maîtrisez mieux l'anglais, que nous avons des sous-titres automatiques écrits par une personne, mais dans Zoom, qu'il faut activer en anglais. Et pour les sous-titres en français, nous allons vous remettre tout de suite le lien Stream Text. Il faut ouvrir une fenêtre séparée et nous vous copions le lien dans le chat. Je remercie Suzanne. Merci, j'accueille de nouveaux spectateurs et spectatrices, donc avec un grand plaisir. Notre intervenante suivante est Nadia ou Wimana. Nadia est très active dans une coopérative, COFH Terimbere. Du coup, une présentation de Nadia en quelques mots. Nadia est une défenseuse des droits des personnes handicapées depuis 2010. Titulaire d'un diplôme de licence en psychologie clinique et sociale, elle est engagée pour l'autonomisation et le développement inclusif pour les femmes handicapées au Burundi.
Femme handicapée elle-même, elle est présidente, représentante légale de l'Association des femmes handicapées, Les Vaillantes. Elle dirige la coopérative des femmes handicapées COFH Terimbéré et elle a de l'expérience dans la lutte contre les violences basées sur le genre et elle est actuellement point focal du programme RHRN2, merci pour l'acronyme, pour la lutte contre les grossesses non désirées chez les jeunes et les adolescentes. Nadia, nous sommes ravis de t'accueillir. Et donc, en introduction, est-ce que tu peux nous dire, chère Nadia, comment est née l'idée de cette coopérative? Merci beaucoup de cette occasion pour pouvoir vous partager en tant travail sont insuffisants. C'est pas Vraiment là, désolé, là pour le moment, la connexion n'est pas suffisante pour qu'on entende Nadia, donc on va essayer de régler les problèmes par ailleurs. Nadia, ne quitte pas le webinaire s'il te plaît. Je propose, le temps qu'on règle les problèmes, qu'on passe à Wairimu. Wairimu, cher ami, voilà, on va sauter directement à la présentation de Wairimu, mais on va revenir ensuite à Terimbéré, bien sûr. Donc, alors, Wairimu Munini Wahome, pour les personnes qui ne la connaissent pas, elle est la directrice exécutive de COVO, Coalition on Violence Against Women, basée au Kenya. COVO travaille et fait le plaidoyer pour les droits des femmes et des filles pour qu'elles soient libres de toute forme de violence. Wairimu a une expérience solide dans le management de programmes de développement, dans le travail sur les genres et le plaidoyer. Voilà, pendant plus de 20 ans, elle a travaillé dans différents pays d'Afrique et également au Moyen-Orient. Elle est titulaire d'un bachelor en sciences sociales de l'Université catholique d'Afrique de l'Est et d'un BA Honors Degree. Alors, on ne sait pas traduire les diplômes, mais on comprend en études de développement de l'Université d'Afrique du Sud. Et en ce moment, elle travaille sur une dissertation de Master's Degree. Voilà, en plus de tout ça, du coup, Wairimu est membre du réseau Women on Boards, donc femmes, alors je ne sais pas comment on va le traduire, bon, je ne le traduis pas, du Kenya et est très passionnée sur les questions de bonne gouvernance au sein des organisations. Wairimu, donc merci de jump in, voilà, de prendre la présentation. Est-ce que tu veux commencer, Wairimu, s'il te plaît, ton intervention en nous parlant un peu de comment tu articules les questions d'intersectionnalité et de business, donc d'activité économique, on dira en français. À toi, cher Wairimu. Thank you. Thank you. So I'd like to start by saying that when we talk about intersectionality, we are broadly looking into issues of diversity and inclusion and recognizing that the society that we live in is diverse and that it is important that the needs of each and every person in the society or in the communities where we live and work are factored in. And so when we talk about intersectionality in business, we recognize that beyond the homogeneous approach, the conventional approach towards business that has always been mostly understood to be about able-bodied women and able-bodied men, that within those categories, we also have other groups, including women with disabilities, and that women with disabilities also have ambitions in business, so that they're not only recipients of
businesses, but they are also actually initiators of businesses, and this needs to be recognized and supported accordingly. Now, when thinking about this, then you have to recognize that most of the people in the global south, where organizations like COVAO operate, are barely surviving. So they depend on livelihood sources that they can barely plan for in the long term. Now, when you think about that, and you think about the current conversations in development about not leaving anyone behind, then it is important that if countries like Kenya and other countries are going to make progress, economic development, that they learn to factor in deliberately and consciously into their policies, but also into how they design business interventions to also include excluded, marginalized or vulnerable groups like women with disabilities into the design, into the planning, and not only include them from the periphery by designing what they think that this particular category of people want, but they need to actively involve them into contributing to the designs when it comes to businesses, but also allowing them to assume leadership in the business environment that we work, and providing the necessary resources in terms of finances, in terms of technical skills, in terms of training, to allow them to grow in the same way that other persons that are involved in businesses are. Now, the one thing that I'd like to bring about in the whole conversations around intersectionality and business is that there are various forms of gender-based violence that play out. And one of the forms that plays out strongly when it comes to business is economic violence. Now, economic violence means that people are excluded in terms of their access to opportunities that can better their life, in terms of their ability to be productive, in terms of recognizing that they too have something to contribute meaningfully, and also means that for the longest time they remain dependent and reliant on other people while they actually have the capacity to also provide for themselves, but also to create business opportunities for other people. So finally, what I would like today to say in relation to this is that when we talk about intersectionality, it is important that we go back to the root of the problem and why we have not been able to comprehend the issues of intersectionality in most of the communities or societies where we come from. If you look at our family setups, a lot of those setups discriminate against women with disabilities. They discriminate against people with disabilities generally, but there is double discrimination when it comes to women with disabilities. And so that means that even in terms of access to education, that would allow them an opportunity to acquire the relevant skills, knowledge, and networks, that the women are also excluded. And this exclusion is not only at the family level, but structural in the sense that a lot of our education systems have not really invested into empowering women so that when they make the option of going into business, whether or not they're disabled, then they can operate on more or less an equal platform as other people do. I will pause there. Merci Wairimu. Est-ce que tu veux peut-être insister sur cette exclusion économique, notamment peut-être avec un éclairage sur à la fois le marché financier dont on parlait, la question des terres, etc. Thank you. Now, when you think about business and access to credit, more often than not, people will require some form of collateral to present to a financial institution or whatever group that it is that is able to offer them credit to either start up a business or to improve their business. In most cases, one of the most common and common form of collateral, especially again in the global south, is a title deed. A title deed means that you own a particular piece of land and you are able to exchange that particular title deed
to access some credit before it is reverted back to you when you're done with paying back your loan. Now, in Kenya, only about 1% of women own land. So they might have access to land, either because they have inherited it or because their husbands or their spouses or their families own land, and they might utilize that land. But in terms of control, and by control, I mean the ability to make a decision independently to utilize that land to add value to other forms of engagement, and especially business, that is very limited. And that's a huge hindrance, because then when these women approach the finance institutions for support, more often or not, they're turned back because they do not have any form of collateral that is acceptable to the finance institutions. Now, when we break it down to the women with disabilities, I earlier on spoke about the discrimination that happens within families. So you will find that even within families, when they are, say, apportioning land to their children, if there is a woman with disability, she will be assumed not to need that land. She doesn't need it, because what does she need it for? The assumption is that she doesn't have the capacity, and she will always be a dependent on other people. And so the families do not want to waste their resource on this particular woman with a disability. So very few women with disabilities have collateral that is acceptable to access credit. Further, when you look at the business... Non, mais je l'ai, le truc. Merci, Wairimu. Alors, il va falloir qu'on accélère un peu parce qu'il ne te reste que 1 minute 30. Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être en version un petit peu résumée, sachant qu'on va te re-entendre demain sur une thématique connexe, sur le travail, l'approche de Kovo pour soutenir l'inclusion économique des femmes les plus marginalisées. Thank you. So in conclusion, I will go back to the issue of intersectionality. And it is a good thing that within the development conversations currently, that there is a recognition that we must be conscious about intersectionality, but also integrate it into the work that we do. And so Kovo has started off on a project that is looking into the dynamics of intersectionality for various groups of women, primarily women with disabilities, and how it affects their ability to do or not to do business, whether they are in the informal or in the informal sector. And we hope that by the end of this project, we will have increased and raised awareness based on the people, the women that we work with and their experiences, also targeting the business structures and bodies that look to facilitate and ease of business for women. And finally, also hoping that we can finalize on a how-to guide, because in as much as people understand the issue of intersectionality, we are still struggling when it comes to applying that practically in the interventions that we do. So hopefully we will engage a lot more in detail tomorrow. Thank you very much. Merci beaucoup, Wairimu. Alors, tout de même, voilà, je crois que Kovo fait énormément de travail. Les personnes qui les côtoient au Kenya ou dans d'autres structures africaines, panafricaines le savent. Du coup, et au niveau national et aussi au niveau des counties, hein, donc on pourrait traduire département peut-être dans une traduction pour le dire en français, à la fois avec les femmes et à la fois sur le plaidoyer. Voilà, je me permets juste de résumer aussi des choses que Wairimu n'a pas eu le temps de dire pour un souci de temps. Du coup, un mot de conclusion, ma chère Wairimu? Thank you, Sophie. Just to say that we'd like to welcome back participants to the session tomorrow, where we will discuss in detail issues on intersectionality and what we are doing as Kovo, and the importance of trickling that beyond national conversations to the county levels or to the community levels where change actually matters. So thank you very much.
Merci Wairimu de cette intervention vraiment très intéressante. Alors, on va espérer très fort, croiser les doigts et vraiment espérer que les problèmes de son de Nadia, les problèmes de connexion, voilà, qui vraiment ne sont pas non plus, sont des barrières aussi hein, pour toutes nos activités. Nadia, est-ce qu'on va pouvoir t'entendre? Est-ce que tu peux voilà. Chère Nadia, alors dis-nous bonjour pour qu'on puisse voir peut-être si cela fonctionne. Bonjour. Voilà, on Est-ce a que vous l'impression, m'entendez? nous t'entendons, ma chère sœur. Alors du coup, allons-y et espérons que l'Internet soit avec nous. Du coup, d'abord, voilà, la première question, c'est comment est née l'idée de la coopérative? Merci Sophie. L'idée de créer une coopérative est née à partir des femmes handicapées qui provenaient de différentes associations qui œuvraient pour la défense des droits des personnes handicapées. Nous avions un problème commun vu que nous avions tous terminé les écoles universitaires, mais on était à la recherche de l'emploi, mais en vain, on ne parvenait pas à avoir de l'emploi. C'est ainsi que, à partir des discussions, nous avons dit, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut chercher quelque chose à faire afin d'être autonome. Et par là, l'idée collective a été de créer une coopérative agricole. Vous pouvez penser pourquoi nous avons créé une coopérative agricole et non pas faire une autre business. Premièrement, l'idée est que au Burundi, plus de 90% vivent de l'agriculture. Et entre nous-mêmes, nous venons des familles agricoles. C'est-à-dire que nous avions tous l'idée de ce qui est de l'agriculture et nous nous sommes lancés dans l'agriculture. Deuxièmement, c'est que le gouvernement burundais encourage les jeunes de se grouper dans des coopératives et ceux-ci en profitent pour pouvoir avoir un soutien de la part du gouvernement qui peut aller de 10 millions de francs, soit $1000. Troisièmement, c'est pour briser l'idée que les femmes handicapées doivent se lancer dans la couture, alors que dans la couture, on dirait que le marché est saturé. Mais aussi, les clients ne s'intéressent pas à aller directement chez la femme handicapée, alors qu'il y a d'autres femmes qui ne sont pas handicapées, qui peuvent le faire pour eux. C'est alors que nous avons remarqué que la coopérative agricole semblait être la meilleure option, puisque toute personne a besoin de manger et nous avions confiance en nos produits et en qualité. Nous étions confrontés à des stéréotypes négatifs, mais nous étions très motivés pour convaincre la communauté que nous sommes capables de faire autre chose que la couture. Merci. Merci Nadia, voilà, on est ravis de pouvoir t'entendre. Tout ça est très intéressant. Du coup, est-ce que vous avez pu obtenir un soutien financier? Alors je sais que oui. Est-ce que tu peux nous le raconter, soutien financier pour démarrer le projet? Et puis pourquoi aussi c'était si important d'être dans le marché formel? Voilà, nous t'écoutons. Ok. En fait, afin de trouver les moyens financiers pour pouvoir démarrer avec nos activités de la coopérative, nous avons dû d'abord nous enregistrer pour être dans le formel. Être enregistré nous a permis de participer à un appel à proposition qui était centré sur l'approvisionnement des matériels de lutte contre le COVID-19. Cela nous a permis de bénéficier en soutien de la part de l'organisation qui avait lancé cet appel et cela nous a permis de pouvoir acheter des champs pour pouvoir cultiver le riz. Pour le moment, nous avons 3 champs de riz auxquels nous cultivons.
Nous sommes des femmes handicapées dans cette coopérative. Nous sommes au nombre de 17 et 2 d'entre nous ne sont pas handicapés. Pour intégrer les femmes non handicapées, nous avions l'idée de pouvoir inclure les personnes qui ne sont pas handicapées et ainsi montrer à la communauté que nous sommes inclusifs et que nous pouvons vivre avec les autres personnes et que toute personne peut se compléter. C'était l'idée de se compléter entre nous. Aussi, c'est pour briser ces stéréotypes négatifs envers nous et ouvrir l'accès à l'emploi des femmes handicapées. Très bien. Et du coup, comment fonctionne la coopérative? Bon, en fait, dans la coopérative, il y a à la tête la présidente. Nous avons aussi une secrétaire et une trésorière. Les différentes activités sont exercées par nous-mêmes des unes et des autres. Il y a ceux qui peuvent tenir et aller cultiver avec leurs prothèses ou orthèses. Et ça dépend aussi de notre disponibilité dans la coopérative. Nous faisons aussi la coopération avec les autres personnes qui sont membres des autres coopératives. Nous faisons une coopération. Et ceci nous aide dans des activités agricoles comme après la récolte, la conservation du riz, parce qu'il y a des autres coopératives qui ne font pas seulement la culture de riz, mais qui sont chargées de la conservation. Et notre riz est conservé et dans ces autres coopératives parce que nous avons un cadre de coopération et nous-mêmes nous faisons la vente. Nous les embarrons nous-mêmes et puis nous nous engageons à aller au marché pour le vendre. Le but est de nous exposer comme des acteurs productifs qui peuvent contribuer dans la vie de notre communauté et ainsi gagner le respect de la part des communautés. Merci Nadia. Alors, il te reste 4 minutes, donc on est très bien. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux défis vraiment que vous avez eu à surmonter niveau juridique ou infrastructure, etc., pour amener cette coopérative au succès qu'elle est aujourd'hui? Merci. En réalité, au niveau juridique, nous n'avons pas eu de défis. Seuls les défis liés aux infrastructures pour pouvoir accéder aux bâtiments. Et d'autre part, nous comptons sur le soutien des autres coopératives pour mener nos activités agricoles. Un défi majeur est que plusieurs membres de notre coopérative ne peuvent pas accéder facilement aux champs. Ceci nous empêche d'avoir les mêmes expériences. Mais nous avons pu entrer en contact avec les fonds internationaux de développement agricole, comme FIDA. Et celui-ci nous aide donc c'est un soutien technique que nous avons eu. Et FIDA nous aide à la planification de nos champs, à pouvoir respecter les saisons et savoir comment bien cultiver parce que ceci est bien outillé à ça. De plus, il existe aussi des autres coopératives, comme je l'avais dit, qui pratiquent la culture de riz. Avec ceci, nous faisons la coopération, comme je l'ai dit. Voilà, et notamment, on avait échangé, et notamment pour les aspects de conservation du riz, ce qui vous permet aussi d'aller plus loin sur les produits finis. Merci, très intéressant. Du coup, voilà, quelques solutions et puis des changements obtenus par cette coopérative. Ça sera ma dernière question. Malgré tous les défis que nous avons fait face, nous avons adapté. Pour passer par exemple aux champs, nous avons dû mettre des planches qui nous aident à pouvoir traverser des caniveaux et entrer dans les champs. Dans la coopérative,
nous voyons que les femmes sont autonomes et comme ça, nous pouvons changer les mentalités et les actes négatives qui sont à notre égard. Nous sommes dans des changements de mentalité dans nos vies. De plus, notre estime a pu augmenter parce que si nous pouvons contribuer dans la vie de nos foyers, de nos familles, nous nous estimons. Donc, nous montrons à la communauté que nous sommes capables de faire autre activité. Et de plus, nous sommes des contributeurs, comme j'ai dit que nous sommes enregistrés. Si nous sommes des contributeurs dans notre société de gouvernement, à partir de la guerre, le FDC du Burundi, donc nous gagnons aussi la confiance des acteurs étatiques. Merci. Vraiment, bravo, merci pour ça. Du coup, voilà, il te reste 25 secondes et donc un mot de conclusion. Peut-être sur des perspectives d'avenir pour cette coopérative. Si l'Internet continue à être avec nous. Allez, vas-y, Nadia. Pour conclure, j'encouragerai les autres femmes handicapées de se lancer pour devenir autonomes et pour dépasser des stéréotypes négatifs. Ainsi, nous avons des perspectives dans l'avenir. Nous ne voulons pas rester seulement dans la culture et la vente. Nous voulons passer dans la transformation et cultiver autres produits qui nous facilitent la transformation. Merci. Merci beaucoup, Nadia. Alors, on a eu un tout petit peu du mal sur la fin. Je pense que Nadia nous parlait que les perspectives, déjà, c'est cultiver d'autres produits, la transformation du riz. Elles envisagent de faire plus de farine, des spaghettis, etc. Alterner les cultures aussi. C'est ça, planter des tomates, produire des tomates en sauce et en conserve. Et dans les perspectives, acheter du matériel afin de pouvoir aussi stocker de l'eau et se préparer aux saisons de sécheresse. Et voilà, ça c'est une autre perspective aussi, c'est voilà, le rôle qu'une coopérative comme celle de Nadia, qui est Coopérache Terimbere, peut jouer aussi dans l'adaptation au changement climatique. Un autre sujet, mais on est là aussi. Un grand merci. L'Internet est avec nous, donc super. Merci Nadia, je suis vraiment ravie. Il nous reste, nous avons encore 2 panélistes burundaises, donc avec un grand plaisir. Je vais céder la parole à Adélaïde Nijina. Alors, pour celles et ceux qui étonnamment ne connaîtraient pas Adélaïde, elle est burundaise, active dans le développement inclusif, activiste des droits des personnes handicapées, première femme élue présidente de l'Union des personnes handicapées du Burundi, l'UPHB. C'est une pionnière du mouvement associatif de ce genre au Burundi et je crois qu'on peut dire Adélaïde aussi au niveau africain. Très engagée en faveur des droits des femmes et des filles handicapées. Elle a cofondé l'association burundaise pour la promotion des droits des femmes handicapées, Urumuri. Elle assure la présidence du conseil de surveillance aujourd'hui. Et Adélaïde est membre du comité exécutif du Forum africain pour les personnes handicapées, African Disability Forum, ADF en bon franglais. Et elle est membre du comité exécutif de la Fédération des associations de personnes handicapées de l'Afrique centrale, où elle assure la représentation des femmes. Chère Adélaïde, c'est donc à toi. Je te laisse commencer ton intervention et nous parler d'égalité entre les sexes en te rappelant que tu as en tout 10 minutes. Merci Sophie. La croyance des hommes qu'ils sont supérieurs aux femmes fait que ces dernières soient toujours sous-représentées dans les organes de prise de décision
et insuffisamment impliquées dans l'économie. La situation est donc plus complexe pour les femmes handicapées au moment où, suite à l'impact des effets combinés du genre et du handicap, la dimension handicap n'est pas prise en considération. Et les femmes handicapées n'ont pas reçu une attention suffisante et restent largement invisibles dans les programmes, les politiques et les appels à l'action à l'échelle mondiale par des organisations internationales de développement et d'aide humanitaire, bien que les objectifs de développement durable prônent pour ne laisser personne derrière. Ceci s'observe dans les programmes de développement qui ne prennent pas en considération les femmes handicapées. Il n'y a pas de données qui montrent qu'il y a intégration des femmes handicapées au moment de planification, ainsi que la représentation des femmes handicapées dans les organes de prise de décision. Tout ça fait que les femmes handicapées ne soient pas considérées par les gouvernements dans les planifications des politiques publiques au niveau de chaque pays. Eh bien, malgré l'évolution des cadres normatifs régissant les droits des femmes et ceux des personnes handicapées au niveau national, international, africain ou sous-régional, on observe qu'au niveau de l'emploi, les femmes handicapées sont très limitées pour accéder à l'emploi à cause du stéréotype négatif qui existe envers elles. Qu'il s'agisse de micro-entreprises ou de coopératives, le capital disponible pour les femmes handicapées est très limité ou inexistant. Elles sont très rarement associées aux décisions économiques et politiques, d'où on observe une faible ou un manque de participation ou de représentation ou carrément exclus du monde du travail. Merci Adélaïde pour cette entrée en matière directe et exhaustive. Et du coup, quel est l'apport de l'UPHB, l'organisation que tu présides au Burundi, pour l'autonomisation économique des femmes handicapées? Merci. L'augmentation du pouvoir économique des femmes handicapées constitue l'un des domaines privilégiés des interventions de l'Union des personnes handicapées à travers son programme d'insertion socio-économique. Cet appui se fait grâce au soutien à travers le renforcement des capacités par l'appui des partenaires techniques et financiers. Et comment alors le programme fonctionne? Le programme fonctionne par la mise en place des modules de formation, des outils de travail, l'identification des bénéficiaires et la mobilisation des ressources, ainsi que le renforcement des capacités par des formations professionnelles, l'accompagnement et le plaidoyer pour l'accès au financement ainsi que la défense des droits des personnes handicapées en général, mais pour les femmes handicapées en particulier. Et qui sont alors les bénéficiaires de ce programme? Ce sont en grande partie les jeunes handicapés, scolarisés et non scolarisés, les diplômés pour le plaidoyer afin d'accéder à l'emploi. On peut citer les métiers choisis par les femmes handicapées. Et elles sont en général dans la pâtisserie, et la savonnerie, la couture et broderie, ainsi que l'informatique.
Le type de soutien que les bénéficiaires reçoivent afin de participer aux formations, on leur donne des frais de déplacement, de restauration et aussi on fait la location des lieux de formation pour participer, pour apprendre à l'aise. Les formations durent 6 mois et avec 3 mois d'accompagnement recyclage. Et après l'établissement dans les lieux de formation, de travail, l'IPHB fait un suivi, des visites de suivi sur le lieu de travail pour s'enquérir du niveau de prestation. Là, on va apprendre le niveau de production, l'état de clientèle et les problèmes qu'elle rencontre, ainsi que les solutions relatives à les proposer. Nous donnons aussi le kit de formation, le kit de démarrage de leur métier, entre autres des machines à coudre et accessoires. Nous donnons des tissus et des fils. Nous donnons du matériel de pâtisserie et de la farine. Nous donnons également du matériel de fabrication des savons ainsi que les intrants qui entrent dans cette fabrication de savons. Et en matière de renforcement de capacités et techniques de gestion, nous donnons des formations en entrepreneuriat où nous aidons les femmes handicapées à élaborer leur plan d'affaires et la gestion, comment gérer l'épargne et les réinvestir pour leur business futur. Nous les apprenons également le leadership afin qu'elles parviennent de pouvoir prendre des décisions, que ce soit au niveau collectif ou bien personnellement. Ça, c'est dans le souci qu'elles soient responsables, qu'elles apprennent à bien gérer et aussi qu'elles apprennent comment agir dans la communauté. Nous essayons aussi de les donner des formations en rapport avec le groupement d'épargne de crédit. Et là aussi, on les apprend des compétences à la vie. On les donne des formations sur les compétences à la vie, sur le fonctionnement des institutions de microfinance. Et aussi, nous essayons de les mettre en relation avec les institutions de microfinance afin d'accéder au crédit. Et nous cherchons également de l'emploi pour les jeunes diplômés à travers la recherche des stages professionnels pour elles. Et nous les formons aussi dans la culture associative et les sensibilisons pour adhérer dans les groupements d'épargne et crédit de les localités. Du coup, Adélaïde, merci pour tout ça. Et justement, on a tout de suite une question que je te pose parce que c'est là tout de suite le sujet. Et merci de poser vos questions dans l'espace Q et A, dans le bas de la fenêtre. Ludovic Bourbet te demande quel est le taux de réussite de placement suite à ces formations. Je sais que donc vous faites un suivi, tu l'as dit. Je me permets de le dire, que l'UPHB a déjà formé quasiment 400 femmes handicapées. Est-ce que tu as une estimation du taux de placement, de la réussite à moyen terme? Le taux de réussite je dirais que c'est 100% parce que toutes les femmes que nous avons formées sont pour le moment autonomes. Elles exercent leur métier et gagnent leur vie sans toutefois dépendre des autres.
Bah, c'est magnifique. Il y a donc le chrono qui tourne, mais je pense que c'est un timing parfait. Merci pour la réponse. Et du coup, bah, je te laisse un petit peu de temps pour un mot de conclusion, chère Adélaïde. Ok, merci. Pour conclure, je dirais que les activités menées par l'IPHB ne sont peut-être qu'une goutte d'eau dans un océan, voir les besoins des femmes handicapées qui sont immenses, et vu aussi que c'est une population nombreuse et longtemps oubliée dans les politiques et programmes de développement. Néanmoins, nous avons montré que l'autonomie des femmes handicapées est possible grâce à nos actions, et il faut donc que les pays intègrent dans les politiques et programmes de développement de façon systémique pour ne laisser personne derrière. Je vous remercie. Merci beaucoup Adélaïde pour cette présentation très intéressante. Je vois qu'on a, voilà, on a des questions qui tombent, on les traitera à la fin, sauf quand elles sont vraiment dirigées sur la personne qui présente. Comme on dit en bon franglais, pardon pour nos interprètes, last but not least, la dernière, mais pas la moindre, Noéla, Noéla Ndaïzeka. Donc, Noéla, j'ai l'impression que oui, c'est Ndaï Kedza, c'est ça. On a toujours eu un petit problème d'inversion des lettres. Je vous présente donc Noéla, qui est... Et aurais-je perdu mes feuilles? Aurais-je besoin de feuilles pour présenter Noéla, qui est assistante sociale, psychologue clinique de formation. Elle est la responsable exécutive de l'association Urumuri, qui donc promeut les droits des femmes handicapées. Elle fait des activités de soutien psychologique pour aussi améliorer l'estime de soi. Elle participe aux activités entrepreneuriales. Donc, on est en plein dans le sujet. Noéla, elle est aussi chef d'équipe pour le projet We Are Able, une initiative visant à autonomiser, à aider à l'autonomie des personnes handicapées sur plusieurs pays d'Afrique centrale. Depuis le début de la pandémie, Noéla a coordonné le projet Femmes handicapées engagées dans la lutte contre le Covid-19, qui a beaucoup fait pour informer, sensibiliser les femmes handicapées sur les risques et la prévention du Covid-19. Elle a des compétences certaines en leadership et beaucoup de connaissances en matière de droits des femmes. Femmes handicapées elles-mêmes, elle plaide efficacement pour lutter contre les violences sexistes. Ma chère Noéla, nous te voyons avec grand plaisir. Peux-tu commencer, s'il te plaît, ton propos en nous parlant, en nous donnant ton avis sur le lien entre l'autonomisation des femmes et lutter contre les violences faites aux femmes? À toi. Et en ouvrant ton micro, ma chère Noéla. On ne peut pas couper le sifflet de Noéla. Excuse-moi. Merci, Sophie. Merci, Noéla. Vas-y. Bien sûr, l'autonomisation des femmes est cruciale pour la réduction de la pauvreté et c'est aussi une condition pour un développement durable qui conduit au changement de comportement à l'égard des femmes qui subissent. Ah non. Alors, nous avons un problème de son. En tout cas, sur le canal français. Voilà, tu es revenue, Noéla. Alors, on a plusieurs Noéla, enfin, on n'en a qu'une, mais plusieurs connexions avec Noéla. Nous t'écoutons, Noéla, mais nous ne te voyons pas. Mais parle-nous, s'il te plaît. Ok, donc je disais que l'autonomisation des femmes est cruciale pour la réduction de la pauvreté et c'est aussi une condition pour un développement durable qui conduit au changement des comportements à l'égard des femmes qui subissent souvent des violences de la part des conjoints ou de la famille et qui sont vues comme ayant moins de valeur dans la contribution du développement
de leur famille ainsi que de leur communauté. Donc, les femmes handicapées autonomes sont épanouies et participent au changement de leur communauté et peuvent influencer les autres de façon positive. Donc, elles peuvent être des modèles si elles sont vraiment autonomes. Au Burundi, les femmes handicapées formant un groupe diversifié. Donc, nous avons différents types de handicap, dans la surdité, le mutisme, la cécité, donc l'handicap intellectuel ou psychosocial et aussi l'handicap physique. Ils n'ont pas accès aux droits fondamentaux ou même ne sont pas pris au même pied d'égalité que les autres. Non, on va vraiment avoir des problèmes. Hein. Tu entends quelque chose? Alors, on a vraiment des problèmes de son avec Noëlla. Est-ce que peut-être, pardon, je vais demander si Noëlla, comme je sais que tu es dans la même pièce qu'Adélaïde, puisque vous travaillez ensemble au Burundi, je ne sais pas si Adélaïde est toujours connectée, mais si oui, est-ce que tu peux, s'il te plaît, peut-être te mettre devant l'ordinateur d'Adélaïde. Du coup, en attendant qu'on règle ce problème, parce que là, ça marchait très bien avec Adélaïde, donc voilà, ça serait vraiment la meilleure solution, Noëlla. Du coup, il y avait une question à laquelle sûrement Nadia peut répondre. Voilà, en attendant qu'on fasse des petits changements. Donc, il était demandé à Nadia s'il y avait des critères pour que les femmes handicapées joignent la coopérative. Est-ce que Nadia, tu peux répondre à la question en allumant ton micro? J'étais en train d'écrire. Avant, je n'avais pas eu accès à la réponse, mais j'avais écrit dans le chat. Ouais, donc, vas-y, nous t'écoutons, chère Nadia. Ah oui. Les critères de sélection pour être nouveau membre de la coopérative. Premièrement, nous avons un règlement d'ordre intérieur que nous devons toujours respecter. Deuxièmement, il faut que tu sois une femme vivant avec le handicap. Oui. Au début, comme j'ai dit que nous avons d'abord dû nous enregistrer pour être dans le formel. Il y a un capital avec lequel nous avons commencé. Pas nécessairement que celui-ci donne la totalité du capital, mais il faut quand même qu'elle montre sa volonté en tant que femme handicapée et comme ça pouvoir intégrer notre coopérative. Merci, Nadia. Une question de répondue. Alors, est-ce qu'on a du coup retrouvé une Noëlla? Alors, nous t'écoutons, chère Noëlla, et peut-être avec une vidéo. OK. Voilà, donc ce n'est pas Adélaïde, c'est Noëlla, contrairement à ce qui est écrit en dessous, mais comme on a déjà vu Adélaïde, tout ça est une grande famille. On t'écoute, Noëlla. Voilà. Donc, je ne vais pas reprendre là où on avait entendu, voilà, on était, je crois, un petit peu sur les croyances traditionnelles et culturelles. Oui, oui. Donc, les croyances traditionnelles et culturelles peuvent contribuer à la dépréciation des femmes et des filles handicapées. Donc, elles sont souvent considérées comme ayant peu de valeur, ont tendance à souffrir de négligence au sein de leur famille. Et de leur communauté, elles sont beaucoup plus exposées au risque de violence, d'abus et d'exploitation. Donc, le travail des femmes handicapées est encore considéré comme une occupation plutôt qu'une voie conduisant vers l'autonomisation financière. Voilà, donc dans les conditions du direct, la suite de ton propos, Noëlla, peux-tu nous parler donc des principaux obstacles
en fait, que rencontrent les femmes handicapées pour leur autonomisation économique dans le contexte burundais, s'il te plaît. Ok, merci. Donc, au Burundi, les femmes handicapées, tu trouveras qu'elles sont exclues du monde du travail. Donc, peu de travail, peu de femmes handicapées ont la chance d'aller à l'école. Et celles qui ont cette chance ne trouvent pas un emploi facilement. Donc, également, elles accèdent peu à la formation professionnelle et elles ont une faible employabilité. Donc, on trouvera qu'il y a aussi, se heurte à une accessibilité physique des lieux ou des milieux de travail. Des fois, donc, si les femmes handicapées parviennent à trouver un emploi, on verra que ce sont des endroits inaccessibles pour ceux ayant un handicap physique, pire, celles ayant d'autres handicaps spécifiques. Donc, ce qui montre que c'est une discrimination et la non-considération des besoins spécifiques à leur égard. Et les femmes handicapées seraient aussi aux stéréotypes et attitudes négatives dans leur milieu de travail. Donc, les femmes handicapées sont vues comme pas capables et se voient mises à l'écart. Les croyances limitent les opportunités des femmes handicapées. Donc, leur handicap est associé aux cultures sociétales. Donc, les caractérisent comme des incapables avec comme corollaire. Donc, les sociétés de microfinance font peu de confiance et elles ont du mal à accéder au capital pour monter leur propre business. Le manque de confiance en soi, donc les femmes handicapées grandissent dans la communauté qui les discrimine et du coup manquent de confiance en soi et ont même peur d'entreprendre ou de commencer quelque chose et restent toujours dépendantes de leur famille qui à leur tour les considère comme des fardeaux. Merci. Et du coup, quelle solution? Comment est-ce que l'UPHB et aussi ton organisation vous faites pour faire face à ces obstacles et à ces défis? L'UPHB, avec notre association, avec aussi différents partenaires, ont pour mission de promouvoir les droits des personnes handicapées en général et les droits des femmes handicapées en particulier pour leur inclusion à la vie socio-culturelle, économique, politique et pour le développement. Et ils ont mis en place des secteurs pour remédier aux obstacles que je viens de citer. Donc, parmi les solutions, il y a eu des formations professionnelles en métiers innovants qui sont mis en place à l'égard des filles et femmes handicapées. Des groupements aussi d'épargne et de crédit sont formés par des filles et des femmes handicapées pour avoir des crédits et commencer leur propre petit commerce. Et il y a aussi des accompagnements pour l'enregistrement afin de travailler dans le secteur formel et avoir le numéro d'identification fiscale. Donc, des coachings aussi pour l'élaboration de leur plan d'affaires sont mis en œuvre. Il y a aussi des formations et des sensibilisations, des émissions à l'égard de la communauté sont animées dans le but de changement de comportement et l'implication aussi des hommes sur les droits des personnes handicapées. Nous sommes, comme vous m'avez présenté, je travaille dans le projet We Are Able. Donc, nous sommes dans le secteur agricole où les femmes handicapées reçoivent des formations sur les bonnes pratiques agricoles, donc afin d'aménager leur jardin d'occasion. Ce sont des cultures de légumes afin de vendre leur récolte et de bien manger, car certains types de handicap peuvent être causés par l'insécurité alimentaire. Désolée. Du coup, merci Noéla. Il nous reste assez de temps pour un mot de conclusion avant de passer aux échanges et aux questions-réponses. Merci. Comme je l'ai dit avant, donc le pouvoir économique J'arrive pas à ouvrir le pad. Pardon?
Je disais que le pouvoir économique détenu par les femmes handicapées change la manière dont elles sont vues par les membres de la famille, la communauté, la société, et brise la plupart des barrières et empêchant de jouir de leurs droits et d'exercer leurs devoirs. Donc, leur donner un accès aux revenus par l'exercice des activités économiques, c'est ouvrir pour elles la voie vers une situation meilleure, dénuée de manque des besoins essentiels pour une vie décente sans discrimination. Donc, il est important d'aider les femmes et les filles handicapées à générer des revenus, à améliorer leurs compétences en matière de leadership et d'économie, donc en fait qu'elles puissent s'engager pleinement dans la vie économique et politique. Donc, gagner du revenu pour les femmes handicapées, c'est gagner le respect. Et donc, ce n'est pas aussi la déficience en elle-même, mais la discrimination, l'exclusion sociale et le déni des droits alliés à un accès limité aux services de base qui forment le lien entre la pauvreté et le handicap. Donc, nous, femmes handicapées, nous devons aller plus haut et faire face à ces stéréotypes, briser le silence, non pas pour nous faire accepter, mais aussi pour participer aussi, contribuer dans nos communautés. Merci. Merci beaucoup, Noëlla, pour cette présentation. On va passer aux questions-réponses. Alors, il y a une question alors, vous pouvez continuer à les poser dans l'espace Q et R. Donc, une question pour Dienaba. Dienaba Diallo, ma chère sœur. Voilà, et les autres qui ne parlent pas, s'il vous plaît, de muter de couper vos micros. Dienaba, ma sœur, nous te voyons à moitié. Voilà, tu es là avec nous. On te demande en pratique, comment vous faites pour influencer les décideurs politiques, notamment sur ces questions de marché public et de développement inclusif. Et on te demande si les dernières élections au Sénégal ont fait changer un petit peu les choses, peut-être avec une meilleure représentation dans la diversité des élus. À toi, un petit peu rapidement. Merci, très chère sœur. Okay. Merci pour la question. Les questions, les élections locales, elles sont récentes, ça date du mois de janvier. Donc, j'avais même préparé de faire un passage par rapport à ces élections. C'est pourquoi on a dit que le ville doit continuer le plaidoyer au niveau des nouveaux élus locaux. Pratiquement, on a une faible, on a une représentation des femmes handicapées pour ces élections. On est en train de faire le bilan, bien qu'il y a un pourcentage un peu élevé par rapport à leur présence à ces niveaux de décision. Ça, c'est une opportunité pour les organisations de femmes handicapées. L'autre aspect, c'est de faire le plaidoyer pour que ces décideurs puissent prendre en compte les besoins spécifiques des femmes handicapées en termes d'autonomisation économique dans leurs projets et programmes. On vient de sortir de ces élections au mois de janvier, donc ils sont nouvellement installés. Ce qu'on compte faire, c'est aller vers ces décideurs, faire le plaidoyer, demander pour qu'ils prennent en charge l'aspect économique pour les femmes handicapées dans leurs projets et programmes. Si on parle d'accès de marché public, je peux donner un exemple, par exemple, lors de la pandémie, on avait même allé voir certaines autorités pour accéder au marché de masques en tissu. Mais comme vous savez, le problème de la liquidité financière se pose. C'est ça qui fait que nous n'accédons pas à certaines opportunités. On est ensemble?
On est ensemble. Merci Dienaba. Du coup, on a une autre question aussi, et peut-être que d'autres veulent après peut-être dire leurs mots. Comment est-ce que vous faites concrètement pour inciter à la scolarisation des filles handicapées? Avec qui est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est avec les enseignants, les parents, les élus des villes, avec les filles elles-mêmes? À toi. Alors, en moins de 3 jours, s'il te plaît. Voilà, merci ma sœur. Comme on a dit, la mission première de WILDAF, c'est de former et de sensibiliser. C'est commencer d'abord par la sensibilisation, en premier lieu au niveau des parents. Parce qu'à un moment donné, être handicapé, être une petite fille le plus souvent, comme je vous ai dit pour mon cas, ma grand-mère n'était pas d'accord pour que j'aille à l'école. Donc, la sensibilisation commence à ce niveau-là, au niveau des parents, au niveau des familles, au niveau de l'environnement immédiat. Sensibiliser les parents pour qu'ils aillent inscrire les filles handicapées à l'école. Mais on ne va pas se limiter à là, parce qu'il faudra un plaidoyer pour que ces établissements puissent accueillir ces filles handicapées qui ont des besoins spécifiques. Donc, on va aller à l'échelle un peu plus haut pour faire le plaidoyer pour que ces établissements puissent accueillir ces filles handicapées. Il y aura aussi un travail à faire au niveau de ces écoles, d'où on a eu à faire certaines sensibilisations en milieu scolaire pour que ces enseignants puissent accepter ces enfants, ces filles handicapées, mais aussi les autres élèves puissent les accepter parce qu'on a eu des cas de violence au niveau scolaire, le rejet des uns et des autres par rapport aux personnes handicapées, mais aussi, je vous dis que j'ai eu un cas où un directeur d'école m'a dit non, il ne va pas prendre un enfant handicapé. Il fallait faire du bruit pour qu'il puisse l'accepter à l'école. Donc, c'est à des niveaux différents et à des actions différentes. Par rapport à la cible, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui va commencer au niveau de la famille, au niveau des décideurs, pour qu'ils rendent accessibles ces établissements, mais au niveau aussi des enseignants. Ces décideurs aussi, ce n'est pas seulement l'accessibilité de ces établissements, mais aussi la formation de ces enseignants pour qu'ils puissent accueillir, pour qu'ils puissent accompagner ces filles et femmes, ces filles en milieu scolaire. Merci, la sœur. J'allais te couper, mais... mais tu as terminé, c'est magnifique. Alors, on avait une question un peu plus générique qui a été posée par une participante qui était comment est-ce qu'on change les attitudes envers les femmes handicapées pour leur permettre de mieux accéder et d'obtenir des ressources. Wairimu, tu as commencé à répondre, tu as répondu en partie sur le chat. Est-ce que tu veux répondre peut-être en 1 ou 2 minutes et peut-être je voudrais aussi entendre les autres sur cette question qui est assez fondamentale du changement des attitudes. Et je crois que vous l'avez dit pour beaucoup dans vos présentations, une coopérative qui réussit, c'est déjà montrer la capacité des femmes handicapées. Wairimu, à toi. Thank you, Sophie. I think I'll build up from where my sister, Dienaba, has stopped, and she's articulated very well the importance of education and education that is suitable for persons with disabilities in terms of challenging the attitudes, in terms of facilitating inclusion. So I would say that other than the family unit, the education sector is the one single most important area that we can use to change attitudes and perceptions. So I also spoke about the importance of, when it comes to accessing resources, the importance of ensuring that the policies, but also the practices around the access to resources are inclusive, that they are conscious about the needs of persons with women with disabilities, and not only conscious, but they also go a step further beyond the policies to ensure that they're implemented. How does this happen? We need to include
or ensure that those at the forefront of lobbying and advocating for this change of attitude and also for inclusion of women to access resources are women with disabilities themselves. They must be supported to assume leadership. They must be the voices that are hard to be articulating their issues, because that in itself sends a very powerful message that they are not just bystanders, but they are proactive in articulating what they know they require. And then finally, I think in the long term is the vulnerability to accept that we probably have not always gotten everything right. And to that extent, the acknowledgement that we are willing to change in terms of our attitudes and in terms of our behavior. For the longest time, sometimes we get defensive in terms of how we deal with issues of women with disabilities. There will always be excuses one after another in terms of the policies that we have, etc. But I think the vulnerability to accept that we haven't gotten this right so far, but that we are willing to start correcting the wrongs that have been perpetuated even by the systems is very important. But the visibility also of women with disabilities in business is extremely important. If you look at how the media accords visibility, it will mostly be to persons in business that are abled differently. Often will discriminate against women with disabilities. And so it is important that whatever platforms we have, we ensure that these women have access to visibility so that people can start to think differently, to have different perceptions, and then eventually we will get to a point where they do not have to struggle twice as hard to access the resources that they need. Merci Wairimu. Je vois que ça réagit aussi dans le chat. Noéla, tu voulais insister aussi que les choses commencent aussi dans la famille. Et puis, si vous pouvez, chers panélistes, allumer vos vidéos pour cette fin d'événement, qu'on puisse se voir, vous voir surtout. Ça sera super. Noéla, tu veux dire quelques mots? C'est juste par rapport au changement d'attitude, c'est juste un ajout. Donc, ça, comme je l'ai dit dans le message, et ça commence à la maison, ça commence par les parents qui encouragent leurs filles, qui les inscrivent d'abord à l'état civil, parce qu'il y a des parents qui ne les enregistrent même pas, qui les encouragent à aller à l'école, qui les accompagnent tout au long de leur cursus, en les disant qu'elles sont capables. Donc, de cela, elles vont s'accepter dès le début et ce sera aussi un début de leur futur. Très bien. Est-ce qu'on a une autre panéliste qui souhaite réagir sur cette question des attitudes? Donc, on a compris, c'est systémique, c'est dans la famille, c'est dans les politiques, c'est un peu partout et c'est les femmes handicapées en premier. J'ai Noéla, enfin j'ai Adélaïde. C'est Adélaïde, oui. Vas-y. Pour que on puisse changer les comportements, il faut d'abord faire des sensibilisations, que ce soit au niveau des familles, au niveau de la communauté, pour qu'ils puissent comprendre que l'enfant handicapé ou la fille handicapée dans le ménage, a les mêmes droits que les autres membres de la famille et les autres enfants. Et aussi les faire participer dans les actions de développement qui sont prévues au niveau de la communauté. Aussi, l'enfant, la fille handicapée doit être amenée à l'école au même titre que les autres enfants. Il faut aussi sensibiliser les filles handicapées, même quand elles sont grandes, sur les droits. C'est elles qui doivent défendre les droits parce que personne ne viendra les donner les droits sur le plat. Je crois, chère Adélaïde, je te laisse juste terminer, mais ça aurait été un mot de conclusion assez génial. Vas-y, termine. OK. Je te laisse encore 30 secondes. OK. Je dis que
des choses, de bonnes choses commencent à se réaliser. Quand on voit les activités que l'UPHB mène, dans les sensibilisations, dans la recherche des fonds et les mettre dans les activités, on voit qu'elles ont des potentialités. Et il faut que les potentialités, elles puissent les exploiter, aussi s'intégrer dans d'autres groupes de femmes que je dirais non handicapées pour montrer les potentialités, les capacités. Et comme ça, on verra qu'elles sont capables et aussi, elles aussi ont quelque chose à contribuer pour le développement de leur milieu de vie. Merci infiniment à toutes. Merci à Kelly qui s'est occupée des sous-titrages en direct. Merci à Sarah et Caroline, nos interprètes aujourd'hui, fantastique. Merci à Suzanne de s'être occupée de toute la logistique. Merci Jason qui a beaucoup travaillé pour qu'on ait cette super session. On peut l'applaudir. Il est vraiment devenu le spécialiste de l'autonomisation économique des femmes au Burundi, au Sénégal, au Kenya. On a beaucoup appris. On a un événement demain. On veut vous inviter. On sera encore ensemble avec Wairimu et avec d'autres sisters, d'autres panélistes pour parler d'approche intersectionnelle en pratique, donc notamment avec Grace Jerry du Nigeria qui nous parlera de comment nous avons développé ensemble un guide pratique. Donc cette session n'a pas été enregistrée, sauf erreur de ma part, et auquel cas Suzanne me le dira. En tout cas, on vous invite vraiment demain. Cette session est enregistrée et du coup, je ne sais pas comment on va faire pour retrouver le lien, mais on va le mettre, je pense, sur notre Facebook, Making It Work CRPD. Et surtout, joignez-nous demain à 11h. Pour une session qui sera un peu plus en anglais, mais aussi en français, mais aussi avec des sous-titres, avec Sarah, Caroline, avec Kelly, Suzanne et Jason. Merci, chères sœurs, merci aux participants et participantes. C'était vraiment un moment super intéressant. Je vous remercie et à demain. OK, ciao. Ciao. Dienaba, bisous. Wairimu, Bisous. bisous aussi.